Monsieur le préfet, monsieur le président de l'Assemblée constitutive, monsieur le responsable de la communication de l'Assemblée constitutive, monsieur le secrétaire général, mesdames, messieurs les journalistes, mesdames, messieurs. Comme vous le savez, la pandémie du coronavirus a eu une première conséquence importante sur le processus de fusion du Grand Fribourg, avec l'annulation pour le week-end prochain du scrutin du 17 mai 2020. Comme vous le savez également, le calendrier initial du Grand Fribourg était déjà très ambitieux avant la crise que nous traversons. Il était donc relativement évident que le report du vote aurait des incidences importantes sur le processus de fusion. Dès le mois de mars, les représentants du Grand Fribourg et ma direction ont travaillé de concert pour analyser les conséquences de ce report et déterminer les solutions possibles. Il y a 2 jours, le comité de pilotage, ici représenté par son président, a finalisé ses réflexions et nous sommes aujourd'hui en mesure de vous donner les premières informations. Avant de passer la parole au préfet de la Sarine qui préside cette assemblée constitutive du Grand Fribourg, je souligne que toutes les projections dans l'avenir dépendent évidemment de l'évolution de la pandémie. En effet, s'il y a une chose que nous avons développée durant cette crise, c'est la capacité de s'adapter en permanence face aux multiples volte-face que la crise nous fait faire. Il est toutefois essentiel pour nous de poursuivre dans la réforme des institutions afin de renforcer notre canton en temps normal comme en temps de crise. Je passe maintenant la parole à monsieur le préfet Ridoré qui va nous donner les premières décisions du comité de pilotage de l'Assemblée constitutive du Grand Fribourg. Monsieur le conseiller d'État, merci, mesdames, messieurs. Nous sommes à quelques jours de ce dimanche qui devait être le dimanche du vote consultatif sur la fusion. Ça vient d'être dit, effectivement. Une des incidences de cette crise mondiale, ça a été effectivement l'annulation de toute une série de scrutins, dont le vote consultatif sur la fusion du Grand Fribourg. Sur la base des discussions, réflexions qui ont été menées de concert avec la direction des institutions, et je remercie là spécifiquement monsieur le conseiller d'État, mais aussi son secrétaire général qui, avec les services de sa direction, ont œuvré justement à nous donner une vue très claire sur les différentes hypothèses techniques qui s'offraient à nous. Donc sur cette base-là, le comité de pilotage, mardi, s'est réuni à mener une première analyse. Je vous mentirais si je vous disais que cette analyse est terminée, elle va se poursuivre. Nous avons à nouveau des rencontres, la prochaine étant déjà la semaine prochaine. Mais sur cette base, nous étions déjà en mesure de dresser un certain nombre de lignes directrices, d'éléments que nous communiquons aujourd'hui pour mettre de la clarté là où effectivement il y a une forme d'incertitude, et ce besoin de clarté nous semble un élément important. Sans rentrer dans tous les scénarios théoriques possibles, il y en a en fait de multiples, il y avait dans le fond assez rapidement 3 grandes familles de scénarios qui se sont dessinés devant nous. 2 qui semblaient être les plus radicaux, peut-être aussi les plus simples, et puis un 3e, une voie un peu intermédiaire, qui s'est révélée être pour le comité de pilotage probablement la plus difficile, mais aussi la plus responsable. Le premier scénario consistait simplement à faire comme si la crise n'avait pas existé, et de simplement reprendre là où on était resté et, je dirais, foncer le plus rapidement possible vers la prochaine échéance électorale, donc au mois de septembre, pour réenclencher le vote consultatif qui était prévu, j'ai envie de dire, comme si de rien n'était. Cette solution ne nous a semblé pas responsable, d'une part parce qu'effectivement au niveau du calendrier technique, il y a toute une série d'incidences sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure, mais plus important, au niveau du fond, au niveau du contenu, il nous semblait important de mener une vraie réflexion, comme
en fait, tous les secteurs de la société ont été impactés et doivent mener maintenant une réflexion sur les incidences de ce Covid-19. Et la fusion du Grand Fribourg n'échappe pas à cet élément-là. Une deuxième possibilité, c'était au contraire de dire que cette crise avait des incidences tellement importantes, tellement énormes, que ça rendait impossible la poursuite normale du processus. Et cette autre variante consistait simplement à, je dirais, poser le crayon le temps que voilà, tout ça se calme, tout redevienne normal et qu'on y voit plus clair, notamment au niveau des incidences financières. Donc le comité de pilotage, après en avoir débattu, a écarté ces deux solutions et a, je l'ai dit, choisi une voie intermédiaire. Je l'ai dit aussi probablement la plus difficile, mais aussi la plus responsable. Et elle consiste en quelques mots à prendre acte du fait que nous avons un projet de fusion qui avait atteint un degré de maturité extrêmement important, je dirais même inédit. Jamais un processus de fusion n'est allé aussi loin que ça. On a, depuis le mois de janvier, fin janvier, un concept de fusion abouti, validé par l'Assemblée constitutive, cela au terme d'un long processus avec également une partie de consultation et participative, donc une assise très large. Nous avons aussi un Conseil d'État qui a décidé de s'engager comme rarement, je dirais même comme jamais, dans un processus de fusion. Un grand Conseil également qui est entré en matière pour une contribution extraordinaire. Et dans ce contexte-là, il nous paraissait être de notre responsabilité de prendre soin justement de cet héritage, de ce travail qui a été fait, et de voir comment valoriser au mieux l'ensemble du projet tel qu'il l'était juste avant le début de cette pandémie. D'où la solution effectivement de maintenir un objectif avec un vote consultatif d'ici la fin de l'année, en novembre, et différentes autres étapes sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure en 2021. Avant de venir à ces étapes-là, encore un mot sur le projet, même si le projet est de qualité, même si le projet est de grande valeur, ce serait présomptueux de penser qu'il a pu traverser comme ça simplement les 2 mois de Covid sans altération particulière. Et donc je pense que c'est notre responsabilité, c'est ce que le COPIL a commencé à faire, de voir quelles étaient les incidences, d'arriver à la conclusion, vous l'avez compris, pas définitive, mais que le contenu du projet de fusion n'avait pas été altéré par la crise, peut-être au contraire même renforcé, notamment sur un de ces axiomes importants, ensemble on est plus fort. C'est un peu ce qu'on a tous vécu en fait pendant cette crise Covid, on l'a bien vu au niveau de notre canton, mais aussi au niveau national et international. Personne n'a été capable tout seul en fait de régler les différents problèmes. C'est au contraire la conjonction des forces qui a permis de le faire. Et c'était déjà un des credos du projet de fusion. Et ce credo sort renforcé en fait de cette période. Il y a un point en particulier qui a mérité une attention de notre part, c'est les incidences au niveau social et au niveau économique que cette crise va laisser au sein de la population du monde entier, mais nous préoccupons plus particulièrement ici de celle dans le canton et dans le Grand Fribourg. Et on le voit bien qu'effectivement, au niveau économique notamment, que ça aura des incidences. Et la question qu'on s'est posée, c'est quelles seraient ces incidences aussi sur la santé financière en fait, des communes actuelles et par extension sur la commune fusionnée. Et là aussi, un des constats intermédiaires, c'est qu'il est actuellement impossible en fait, de dire exactement quelle sera cette incidence. C'est sûr qu'il y en aura une. Est-ce qu'elle sera passagère? Est-ce qu'elle sera de long terme? De quelle ampleur? Ça, c'est un des points que nous devons traiter. Et c'est aussi une des raisons qui fait que de partir avec un vote consultatif très rapidement, encore là, au mois de septembre, était impossible. Les experts avec lesquels nous travaillons, les services de l'État également, nous ont tous confirmé qu'il serait impossible avant l'automne, au mieux, de challenger
la fourchette d'impôts que nous avons et qu'il faudrait même probablement attendre le début de l'année prochaine pour connaître les incidences réelles et pouvoir notamment fixer un taux d'impôt. Donc c'est avec l'ensemble de ces considérations-là que le comité de pilotage a cherché à valoriser le projet tout en gardant le cap sur un point qui était celui de finaliser ce projet pour 2021 et surtout, on est en démocratie, de le présenter à la population qui, comme toujours, doit avoir le dernier mot. Donc, sous réserve, comme l'a dit M. le conseiller d'État, que l'évolution de la pandémie nous le permette, l'idée, c'est très rapidement de retravailler les chiffres, de pouvoir challenger la fourchette d'impôt et de pouvoir reprendre le dispositif de communication durant l'automne, de manière à mener un vote consultatif en novembre prochain, ce qui permettra ensuite de clarifier, de monter une étape importante qui est la clarification du périmètre définitif du projet et de finaliser une convention de fusion. D'après les calculs que nous avons faits, l'analyse du calendrier, c'est encore possible de le faire d'ici la fin 2021. Un dernier point à relever qui a été une des difficultés, qui reste une des difficultés avec lesquelles on doit composer, c'est la présence en mars prochain, en 2021, des élections générales au niveau communal. Et c'est là un des points sur lesquels évidemment le comité de pilotage a débattu. On a parlé également avec le directeur des institutions, je pense qu'il y reviendra tout à l'heure. Ce qui est sûr, c'est qu'il nous semble important d'avoir très rapidement de la clarté sur ce point-là. Est-ce que les élections auront lieu le 7 mars comme prévu normalement? Est-ce qu'elles seront différées à l'automne comme le demandait la proposition de loi que nous avions suggérée pour le Grand Fribourg? Je pense que la population, mais aussi les partis politiques, auront à cœur d'avoir rapidement une clarté là-dessus. Et le comité de pilotage n'a pas d'avis tranché sur la question, si ce n'est qu'effectivement, il suivra avec intérêt et se ralliera à la position qui sera définie par le Conseil d'État. On pense que la clarté prime sur ce sujet-là. Ce qui est sûr, c'est que pour les travaux de l'Assemblée constitutive, ça aura une influence dans le sens où une partie des membres ont leur mandat qui est lié à la législature communale. C'est le cas des membres du comité de pilotage. Par contre, la grande majorité en fait, des membres de l'Assemblée constitutive, les 28 autres délégués, ainsi que leur président, ont un mandat qui est indépendant en fait, de cette échéance-là. C'est une des raisons aussi qui a poussé le comité de pilotage à maintenir cet objectif qui est donc de finaliser le projet encore d'ici la fin 2021, indépendamment, je dirais, de cette échéance du 7 mars, qui, elle, devra être prise en compte, par contre, pour savoir à quel moment exactement auront lieu, notamment la fixation du périmètre définitif. Ça, c'est des points sur lesquels nous allons encore travailler en fonction aussi des discussions avec la direction des institutions. Avec ces quelques mots, Monsieur le Directeur, je vous repasse la parole. Comme vous pouvez l'imaginer, ce n'est pas vraiment de gaieté de cœur que nous devons renoncer à une fusion avec une entrée en vigueur en 2022. L'Assemblée constitutive a travaillé depuis plus de 2 ans à un rythme très soutenu. Et là, je remercie son président et toute l'Assemblée. Et est parvenue à un concept solide qui était prêt à passer une première échéance populaire ce dimanche. Toutefois, la pandémie a tout changé. Comme je l'ai dit, nous avons élaboré avec le Grand Fribourg plusieurs scénarios sur la suite de ce processus. Le seul qui était encore compatible avec une fusion au 1er janvier 2022 était celui de l'abandon pur et simple du vote consultatif et la tenue du scrutin final en mars 2021. Cela aurait supposé la détermination du périmètre final dans les toutes prochaines semaines. Ceci en intégrant bien évidemment la détermination de toutes les communes concernées, sans passer
par la case vote consultatif. Cette option allait par ailleurs à l'encontre de la volonté de l'Assemblée constitutive et n'a pas été retenue par le COPIL. Pour moi, malgré ce malheureux report, je salue le fait de garder l'objectif d'une finalisation du projet durant cette législature cantonale. Le Conseil d'État, le Grand Conseil ont clairement affirmé à plusieurs reprises leur volonté de voir ce dossier avancer. Et il est important de maintenir l'effort. Le calendrier esquissé par le COPIL remplit cet objectif, et ça, c'est une excellente chose. Je tiens toutefois à faire de ce report une opportunité. Et c'est pourquoi j'ai décidé de lier plus étroitement les réflexions en cours sur la gouvernance et des régions avec le projet de fusion du Grand Fribourg. En effet, les tâches des régions et leur gouvernance doivent être revues. Ce dossier est sur les tables depuis de longues années. Je l'ai réactivé dès mon entrée en fonction, il y aura bientôt 2 ans. Plusieurs études ont été réalisées dans ce sens. Les associations de communes sur lesquelles reposent les politiques publiques à l'échelle régionale portent à critique. Elles représentent une charge de plus en plus lourde pour les élus des communes qui ont de plus en plus l'impression que certaines tâches leur échappent. La coordination de ces dizaines de structures représente en outre une charge énorme qui pèse souvent sur les épaules des préfets. Les préfets y consacrent en effet de plus en plus de temps, d'énergie, ce qui renforce encore l'ambivalence de leur statut, excusez-moi monsieur le préfet, entre représentants de l'État dans les régions et représentants des régions vers l'État. L'assise démocratique de ces associations de communes doit aussi être renforcée. Cela a été signifié à de nombreuses reprises. Le calendrier initial ne permettait pas de mener de front ces réflexions et l'accompagnement du processus de fusion du Grand Fribourg. À présent, c'est le cas. C'est pourquoi je m'engage à présenter un premier concept détaillé en vue d'une réforme de la gouvernance des régions d'ici le premier semestre 2021. Le Grand Fribourg pourra ainsi s'enrichir de ce débat et valoriser rapidement les réformes qui devraient bénéficier à l'ensemble du canton. Je pense notamment et principalement à la question de la proximité. Elle est essentielle dans les projets de fusion, en particulier dans les grands et les très grands projets comme celui du Grand Fribourg, bien évidemment. L'interview du jour du syndic de Matran, publiée ce matin, l'a rappelé. Sur ce point, je remarque néanmoins que le Grand Fribourg a déjà fait des propositions intéressantes avec les commissions locales et les associations de quartier. Je crois pouvoir dire que le projet est allé aussi loin que lui permettait la législation cantonale actuelle. La réforme à venir sur les régions devra ouvrir de nouvelles possibilités pour renforcer encore cette proximité, tout en clarifiant les structures au niveau régional supérieur. Et la crise que nous traversons confirme l'importance de cette proximité. Rien n'indique que les petites communes ont été plus résilientes que les grandes. Mais ce que la crise a montré, c'est que les réseaux de solidarité se sont constitués spontanément au niveau local, dans un immeuble, dans une rue, dans un quartier, dans un village. Cette solidarité est essentielle en temps de crise. Mais elle constitue aussi également une force et une énergie exceptionnelle en temps normal pour porter les projets et les faire aboutir. Il faut donc que nos institutions intègrent le niveau local et le renforcent en parallèle au renforcement de la gouvernance régionale. Le Grand Fribourg a bien vu cet enjeu, qui est également très présent dans les réflexions en cours sur les fusions des communes de la Gruyère. C'est pourquoi nous allons mettre en place un groupe de travail intégrant des représentants de ces deux grands projets pour avancer dans la réforme des régions. D'autres régions du canton y seront également associées pour que toutes les réalités du terrain soient prises en compte. L'objectif n'est pas pour nous d'imposer un modèle rigide, mais d'offrir un maximum de flexibilité pour que chaque région de notre canton puisse se donner une gouvernance démocratique et efficace. Je suis
convaincu que ce débat doit se tenir au plus vite, malgré la crise. Je pense même que c'est dans ces moments exceptionnels où nous avons bien à l'esprit l'essentiel qu'il faut se poser ces questions, pour donner à notre canton les structures qui lui permettront de relever les défis à venir. En guise de conclusion, je reprendrai la parole d'Alain Berset. Dans ce processus, il nous faut aller aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire, ce qui a conduit le COPIL à cette conclusion que je peux comprendre malgré mon impatience. Voilà, mesdames, messieurs, pour les grandes informations. J'aimerais compléter aussi que ce sera effectivement une conséquence importante sur le vote des élections communales, puisqu'il était imaginé un report pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2022. La question va se poser si ce report est toujours d'actualité ou pas. Voilà, j'arrive au terme. Monsieur le préfet, vous avez des compléments? Non, j'ouvre la discussion. Nous sommes à disposition pour vos questions. Oui. Je lis que l'entrée en vigueur, ce serait du coup le 1er janvier 2023 au plus tôt. Si ça devait être plus tard, ou même en 2023, quelle serait l'hypothèse ou le scénario? Est-ce que les élus communaux actuels resteraient en place, ou bien est-ce qu'on élirait en 2021, cas échéant, des élus pour une durée d'une année ou 2 ans? Alors effectivement, c'était un des grands achoppements de ce calendrier qu'on a essayé d'intégrer. Covid est passé par là, mais effectivement, si on repousse plus loin que 2022, notamment, ça paraît difficilement supportable pour les communes, notamment aussi en raison de la loi, de reporter les élections communales plus tard que ce qui avait été prévu. Donc, ça veut dire élection en mars 2021. C'est un sujet qui a été évidemment aussi débattu au sein du comité de pilotage. Je pense qu'il le sera aussi au sein de l'Assemblée constitutive. Ce qui est certain, ça a été dit, c'est que cette échéance du 1er janvier 2022 n'est plus envisageable à ce stade-là. Du moment où vous intégrez l'idée que ça intervient en cours de législature, l'entrée en vigueur du processus de fusion, il semble au comité de pilotage qu'il n'est pas nécessaire maintenant de dire avec certitude est-ce que ce sera le 1er janvier 2023 ou ce sera le 1er janvier 2024. La loi permettrait aussi de prévoir quelque chose en milieu d'année, ce qui ne paraît pas très judicieux. Donc ça fait partie des questions que nous allons continuer en fait à examiner, mais sur lesquelles on aimerait aussi avoir l'avis de l'Assemblée constitutive et aussi des communes, des autorités communales, avant de prendre une décision définitive sur ce point-là. Ce qui est sûr, c'est qu'avant le 1er janvier 2023, ce n'est plus possible. Alors maintenant, je n'ai pas bien compris, parce que M. Castel a dit oui, il y aura des élections, puis M. Ridoré dit plutôt on va encore regarder s'il y a des élections le 7 mars. C'est effectivement les discussions qui doivent avoir lieu. Le scénario le plus probable, c'est qu'il y en ait, mais on va mener ces discussions et puis confirmer. Monsieur Russier. Il y a peut-être un malentendu. Moi, ce dont je parlais, c'était par rapport à l'entrée en vigueur qu'on va encore mener des discussions. Pardon, juste un rappel également, il y a un projet actuellement qui a été transmis au Parlement, un projet de modification de la loi qui prévoit justement pour les communes du Grand Fribourg un report des élections à condition que la convention de fusion prévoit une entrée en vigueur au 1er janvier 2022. Donc en l'état, cette condition-là n'est plus remplie, donc la loi ne prévoit pas en l'état de report des élections, donc par défaut, les élections de mars sont encore prévues. Après, effectivement, les services de l'État et le Grand Fribourg examinent s'il y a lieu de prévoir une autre base légale, mais pour l'instant, la loi impose des élections en mars 2021 pour les communes du Grand Fribourg, comme pour toutes les autres communes du canton. Mais juste pour être sûr, il n'y a rien qui est décidé. Nous sommes dans un processus, je l'ai dit, Covid, où on apprend à s'adapter. On a pris cette décision du COPIL il y a 2 jours. Aujourd'hui, il y a des tendances très fortes. On va consulter aussi les gens quand même autour de nous et sur ce point, on doit encore se déterminer.
très rapidement, puisque les partis, les élus et les futurs candidats, la campagne pour mars 21 est déjà pratiquement lancée, donc on doit se terminer très rapidement. Puis, autre question, si peut-être la fusion se fera seulement le 24, et si en novembre, vous ne pouvez pas encore dire ce qu'est le taux d'impôt, pourquoi déjà faire la votation en novembre et pas directement dire, voilà, on y va, on fait ça en mars 2021, comme ça tout est clair, on a du temps, on fait comme il faut, vu qu'on a déjà perdu du temps. Ça fait partie aussi des hypothèses qu'on a évoquées. En fait, en mars 2021, probablement qu'on ne saura pas plus en fait que si on vote en novembre 2021. Si vraiment il faudrait attendre les comptes en fait 2020 et donc pour inscrire ça dans une convention de fusion qui serait soumise en mars 2021, les délais ne le permettent pas de faire. Je ne suis pas sûr d'avoir compris, excusez-moi, mais en fait, les élections communales se déroulent comme prévu, hypothèse, en 2021. Ensuite, la fusion est acceptée, hypothèse, fin 2021. Et donc, en 2022, on réorganise de nouvelles élections. Ou bien, je n'ai pas compris. Effectivement, donc ça veut dire que si la commune entre en vigueur au 1er janvier 2023, on l'a mis au plus tôt justement parce qu'il y a des élections qui doivent être conduites, ça veut dire des élections avant le 1er janvier 2023. En fait, on retombe dans une situation qui est tout à fait, entre guillemets, classique. Il existe, maintenant, il n'y a pas de prescription qui oblige à faire entrer en vigueur à telle ou telle date une élection. Donc, tout le monde essaye le plus possible de les faire concorder avec le calendrier ordinaire des élections générales. Quand ce n'est pas possible, il y a ce qu'on appelle des élections anticipées ou des élections reportées. Là, dans le district, par exemple, ce sera le cas pour la commune de Bois-d'Amont qui vient de fusionner. Ça a été le cas pour la commune de Pré également. Donc ça, c'est des phénomènes qui sont ordinaires. Et puis là, effectivement, l'ampleur de la commune fait qu'il faudra se poser des questions plus particulières. Et c'est là-dessus, effectivement, que des discussions seront encore menées sur l'entrée en vigueur potentielle de cette nouvelle commune. Oui, donc vous l'avez dit, la crise du Covid va laisser des traces sur les finances des différentes communes concernées. Est-ce que vous ne craignez pas que ces dernières, en tout cas celles qui se portent, on va dire, un peu mieux que certaines autres, ne soient pas tentées par le fait de se désister ? Je le disais avant, un des leitmotifs qui a guidé les réflexions de l'Assemblée constitutive, c'était celle de dire qu'ensemble on pouvait aller plus loin, qu'il y avait plus de force. Ça vaut aussi pour le niveau économique, financier, fiscal, puisque en fait les réflexions, les discussions qu'on a eues dans le cadre du concept de fusion montraient qu'il y avait un certain nombre de communes dans le Grand Fribourg qui étaient particulièrement dépendantes d'un petit nombre en fait de personnes morales. Alors c'est des communes généralement qui ont en apparence une très bonne santé financière, mais le talon d'Achille, c'est effectivement que ça repose sur un petit nombre de contribuables. Et c'était déjà un des points où on avait dit, ben voilà, là c'est une faiblesse et le fait d'avoir une seule grande commune permettrait effectivement de minimiser ce risque et respectivement de le mutualiser. Et c'est évidemment justement un des points maintenant, votre question va dans le sens des points qu'on doit justement maintenant examiner plus fortement, c'est-à-dire qu'effectivement, pour ces communes qui sont très dépendantes d'un petit nombre d'entreprises, quelle incidence ça va avoir ? Ça pourrait avoir une incidence plus importante en fait que pour le reste des communes, d'où effectivement cette analyse financière et d'où l'importance pour nous justement de ne pas aller au vote consultatif au mois de septembre, mais de le reporter en novembre de manière à pouvoir faire cette analyse plus fouillée qui est une analyse importante. Puis j'ai envie de dire, ça peut autant avoir des
des conséquences peut-être négatives, mais aussi positives, dans le sens où certaines communes pourraient voir que leur intérêt est important de rejoindre et que l'aspect financier est moins rédhibitoire qu'il pouvait le paraître avant la crise. Donc aujourd'hui, on a un groupe de travail qui analyse les conséquences aussi sur les communes, sur les conséquences de la crise sur les communes, pas seulement pour le Grand Fribourg, au niveau cantonal. On n'a effectivement pas encore accès à ces informations. On a beaucoup de questions et d'incertitudes. Et c'est vrai que dans un tel contexte, il serait très difficile pour nous de faire campagne d'ici le mois de septembre pour le vote de la fusion, en plus pendant une période d'été particulière. Donc d'où la compréhension qu'on a eue pour le report de ce vote à une date ultérieure cet automne. On aura déjà les premières analyses de ces finances publiques et puis on aura surtout, on l'espère, possibilité de faire une campagne sur le terrain, au contact des gens, avec cette proximité qu'on veut avec les gens, que ce soit dans le processus de fusion du Fribourg ou dans un processus démocratique normal où les gens peuvent se former leur opinion sur un débat constructif et de proximité. Justement, j'avais une question là-dessus, sur la campagne. On l'a repoussée maintenant à cause de Covid, parce qu'on ne pouvait pas faire la communication. Vous espérez que ça sera possible, mais Covid probablement va nous occuper jusqu'au mois de novembre. Est-ce que vous avez un plan C de repousser encore une fois si la communication ne peut pas se faire correctement? Et une deuxième question, peut-être un peu, on parle beaucoup maintenant des finances, des conséquences des communes, mais les conséquences psychologiques chez les gens, est-ce qu'ils ont envie de parler de fusion avec ce qu'ils vivent maintenant? Est-ce que c'est peut-être pas quelque chose qui va préoccuper? Il y a d'autres choses qui vont préoccuper peut-être les gens au mois de novembre. Il y en a qui perdent de l'emploi, il y en a qui... Comme ça va peut-être être difficile. Comme j'ai eu l'occasion de le dire, il y a un risque, il y a une perte avec ce report, mais il y a aussi des opportunités. Aujourd'hui, il faut dire aussi, on a dû apprendre pendant cette crise à communiquer différemment. Le 13 mars, quand on a tout bloqué, on n'était pas prêt à le faire. Aujourd'hui, avec la crise, ce qu'on a appris, c'est qu'on passe du plan A au plan B très rapidement, puis des fois encore plus rapidement au plan C. Donc on a développé cette agilité à changer les plans. Mais c'est vrai, et je l'ai dit en introduction, l'évolution de la pandémie aura forcément des influences sur la campagne. Est-ce qu'elle pourra se faire sur le terrain, dans une salle de 1000 personnes, ou dans des quartiers avec 50 personnes présentes ou sous forme digitale, mais à un moment donné ou l'autre, il faudra que la démocratie reprenne le dessus avec peut-être de nouvelles techniques d'information. On n'était pas prêt le 13 mars, on est déjà un peu plus prêt maintenant et on sera encore mieux prêt cet automne pour le faire. Donc moi je suis confiant que quoi qu'il arrive, cette fois on va aller de l'avant. Il y a cette volonté très claire, soit du COPIL, soit en tout cas du Conseil d'État, du Grand Conseil d'avancer sur ce projet. Et bien sûr, on doit faire face à cet aléa, mais on ne veut pas non plus, et ça a été dit clairement dans les discussions qu'on a eues, on ne veut pas couper l'élan complètement. Et puis, on voit aussi qu'il y a des élans de solidarité. Et dans un processus de fusion, en général, et j'ai envie de dire que l'interview du syndic de Matran confirme ça, tout le monde voit un intérêt pour le bien commun, pour le canton, pour la région. Par contre, on a de temps en temps aussi à regarder son intérêt individuel et puis on peine à le concilier. Et on a vu que dans ces moments de crise, il faut aussi une solidarité, qu'il faut que des structures fortes. Et là, je crois que ça peut être un avantage, comme ça peut être aussi une critique. Et j'ai l'habitude, et je l'ai dit, j'aime bien voir les opportunités, même dans les moments difficiles. Et là, je crois qu'on a une réelle opportunité de montrer qu'on a besoin à la fois d'une gouvernance plus forte au niveau régional, c'était connu, mais aussi plus forte au niveau de proximité. C'est pour ça que la DIAF a décidé d'intégrer au plus vite ces réflexions sur la gouvernance régionale et la conservation de la proximité avec une gouvernance régionale forte dans le débat. Je suis sûr que ce sera salutaire pour le débat du Grand Fribourg. En tout cas, c'est mon vœu. Il y a environ 2 mois, j'étais assis à la même table. C'était ma première conférence de presse dans ce lieu, dans le cadre de Covid. C'était
avec une autre casquette comme président du groupe pour les institutions à risque, et je parlais de la modestie comme étant un des points qui devait nous accompagner durant cette crise. Modestie, évidemment, notamment face au virus et à la pandémie. Et c'est cette même modestie qui fait dire au comité de pilotage que voilà, le plan B, c'est sous réserve, évidemment, que la situation sanitaire, sur le moment, nous permette effectivement de le faire. Je ne suis pas Madame Soleil, je ne peux pas vous dire effectivement si cette deuxième vague va revenir ou bien pas. Notre responsabilité, par contre, c'est, comme je le disais tout à l'heure, de ne pas poser le crayon et de maintenir la possibilité que ce débat ait lieu, de se préparer pour que si la fenêtre d'opportunité reste ouverte, de pouvoir effectivement mener ce débat auprès de la population qui le mérite également. Je l'ai dit aussi tout à l'heure, la voie qui a été choisie par le comité de pilotage, c'est probablement la plus difficile, mais je l'ai dit aussi, c'est probablement la plus responsable. Et je pense qu'effectivement, comme élu politique, en particulier dans une assemblée de cette composition-là, avec cette tâche, cette mission, le rôle, c'est d'être à la fois à l'écoute de la population, mais aussi tout en ayant ce regard sur le futur et en essayant de trouver une direction avec laquelle cheminer avec la population. Et c'est ce qui nous a fait prendre justement cette voie intermédiaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas foncer tête baissée et puis aller à la première date possible pour ce calendrier de vote consultatif. Je rejoins aussi ce qui a été la question que vous posez, à savoir qu'on a l'impression que voilà, on est en phase de déconfinement, il faut laisser autant les gens autant de se réapproprier la vie normale, mais il va y avoir des votations fédérales tout soudain, donc la vie démocratique dans le pays redémarre, et dans ce cadre-là, c'est notre responsabilité de reprendre les sujets, en particulier les sujets qui sont importants, en particulier ceux qui ne peuvent et ne doivent pas attendre. De deux choses l'une, soit on estime que la fusion du Grand Fribourg, c'est un sujet voilà, pour faire joli, ou pour rester dans les livres d'histoire, pour avoir fait la fusion, mais que ça n'a pas d'importance sur le terrain. Et dans ce cas-là, alors oui, on peut dire, on pose le crayon, puis on attend que les situations soient plus favorables. Ou alors, et c'est notre cas, et c'est le cas du comité de pilotage, on pense que c'est un vrai thème, c'est un vrai sujet, et qu'il y a une vraie nécessité de le mener à bout. Et effectivement, même si les circonstances sont et vont rester difficiles longtemps, c'est notre responsabilité de poursuivre avec la flamme et de poursuivre le débat, comme dit, pas de n'importe quelle manière, mais en mettant chaque fois des étapes. Je l'ai redit tout à l'heure, le concept de fusion était une étape importante. Par chance, nous avons pu, le 28 janvier dernier, l'Assemblée constitutive a pu clore ce chapitre-là. Donc ça, c'est un chapitre qui est maintenant garanti. Une prochaine étape importante, ça pourrait être, et ça devrait être, selon le comité de pilotage, la détermination du périmètre définitif de fusion. On le voit, on l'a senti depuis des années, pas seulement des mois, depuis des années. Il y a une hésitation auprès de certains élus, dans certaines communes, de la population aussi. Est-ce qu'on doit être dans le processus de fusion? Est-ce qu'on doit être en dehors du processus de fusion? Il y a des communes observatrices également. Et je pense qu'effectivement, une des prochaines étapes, ça pourrait être de clarifier cet élément-là, qui a ensuite une incidence sur le calcul du taux fiscal et qui a une incidence aussi sur la composition des futures autorités, sur le nombre de conseillers généraux ou conseillers communaux. Donc voilà des points sur lesquels on peut avancer et sur lesquels on souhaite avancer. J'ai bien noté la volonté, on pourrait dire l'impatience du Conseil d'État à aller vite dans ce dossier. Néanmoins, le syndic de Matran, lui, fait allusion à une autre option, enfin, qui était la sienne, pour laquelle il plaide. Ce serait d'attendre la prochaine législature avec un certain nombre d'avantages. C'est-à-dire que, par exemple, les effets du Covid, les effets économiques, on dit qu'on ne saura pas avant une année, 2 ans, peut-être 3 ans, jusqu'à ce que on revienne à un rythme de croisière normal. Et puis, ça permettrait peut-être aussi d'élire tranquillement de nouvelles autorités qui reprendraient le dossier. Est-ce que ce n'est pas la voie de la sagesse?
Mais à la voie de la chaseuse, j'ai envie de dire, le COPIL l'a prise en reportant l'entrée en vigueur. Maintenant, effectivement, l'entrée en vigueur de la fusion se fera forcément durant la prochaine législature. Alors, je ne sais pas de combien d'années ils souhaitaient reporter le projet, ça reste pour moi une inconnue, mais j'imagine pas non plus se dire maintenant, pendant 4 ou 5 ans, on ferme la parenthèse. Je rappelle que c'est ici un projet phare du canton de Fribourg, qu'on a beaucoup travaillé sur ce projet, qu'il y a eu beaucoup de contacts, et que de mettre ça en parenthèse pendant 4 ans, honnêtement, ce n'était pas une option envisageable pour le Conseil d'État et à ce que je sais non plus pas pour l'Assemblée constitutive. On a une Assemblée constitutive qui est là, qui travaille, et on doit battre le fer pendant qu'il est chaud. Mais comme je l'ai dit avant, aussi vite que possible, aussi lentement que nécessaire. Et c'est toute la difficulté dans ce processus, et ça nous a passablement fait réfléchir quelle est la meilleure option pour avancer. Donc c'est cette option qu'on a tenue. On a été obligé de tenir compte de cette crise dans le calendrier, mais en même temps on ne voulait pas repousser au calendrier grec un projet qui est d'importance cantonale, que tout le monde appelle depuis longtemps, où la population était quasiment appelée à voter, je rappelle, ce dimanche. Et moi, j'imagine pas leur porter beaucoup plus que ce qu'on a présenté aujourd'hui. Peut-être un point complémentaire. Ça a été dit, ça sera redit, tout le monde en est conscient, il y a cette incertitude, une forme d'incertitude qui est liée à la situation économique dans le pays, j'ai envie de dire dans le niveau mondial également. S'il y a quelqu'un qui ne va pas pouvoir échapper malgré tout à prendre des décisions, ce sont les collectivités publiques à tout niveau. Et le niveau de la fiscalité pour 2021, que ce soit le Conseil d'État, ou que ce soit les communes, les conseils communaux, les conseils généraux, les assemblées communales, pour 2021, elles vont devoir déterminer si elles restent avec leur taux d'impôt actuel, ou si, pour une raison ou pour une autre, elles les adaptent. Donc oui, il y a une forme d'incertitude, mais elle ne touche pas particulièrement la fusion du Grand Fribourg, elle touche en fait toutes les communes du canton, j'ai envie de même dire toutes les communes du pays. Et c'est justement ce travail que nous allons commencer à faire, que nous allons continuer à faire, c'est continuer à accompagner les réflexions qui ont lieu dans toutes les communes, en particulier celles du Grand Fribourg, d'analyser avec les élus communaux, avec leurs boursiers communal, l'état de la situation et essayer de trouver ensemble, en fait, quelle est la ligne de flottaison suivante, en sachant aussi, je le rappelle, comme ça on aura sur la table l'entier du paquet des difficultés, qu'il y a une autre incertitude tout aussi grande, peut-être même plus, qui est liée à celle-là, à la réforme, la péréquation la réforme des entreprises, la fiscalité des entreprises, qui est maintenant, qui a été décidée l'année passée, qui va rentrer en vigueur et qui a un impact majeur sur les finances communales. Donc c'est l'ensemble de ces éléments-là qui doivent être pris en compte. Pour l'instant, nous avons travaillé avec ce que certains nous appelaient une fourche d'impôts de 70 à 78. L'Assemblée constitutive a limité maintenant à une fourchette de 70 à 73. On a été, je pense, rétroactivement bien inspiré en fait de travailler avec cette méthodologie-là, parce qu'effectivement, ça nous permet d'inclure ce genre d'incertitudes. Et notre responsabilité maintenant, c'est de lever les dernières incertitudes de manière à permettre à la population d'avoir un projet définitivement clair. Et puis j'ai envie de compléter, à l'heure où l'économie souffre, où on commence à parler plan de relance, il est important que les collectivités fassent leur travail, que le canton, comme les communes, prévoient les investissements futurs, et certains dépendent de ce processus de fusion. Donc, je dirais, c'est encore plus important, malgré les incertitudes, de décider vite, et c'est aussi ce qu'on a appris avec cette crise. J'ai encore une question concernant la gouvernance. Si je réfléchis comment je veux mettre ça dans le journal, je dois dire, je ne sais pas quoi écrire. C'est pas très concret. C'est quoi cette idée derrière la gouvernance et comment ça pourrait se lier avec le projet de la fusion? Comment ça pourrait influencer le projet de la fusion?
Alors ce projet de gouvernance, l'idée c'est qu'on vous communique plus d'ici cet été, mais on a déjà fait des études et une des pistes, des options qui va être proposée très certainement, c'est de donner, aujourd'hui l'arrondissement existe dans la loi, mais il a une tâche purement élective, c'est de donner plus de compétences à cet arrondissement qui pourrait reprendre par délégation de compétences de la commune une partie des activités du village ou du quartier en fonction de la typologie de la commune. Et ça, c'est une option, à mon avis, qui pourrait casser certaines craintes justifiées qui ont été annoncées aujourd'hui, notamment par une commune, de dire, mais finalement, comment on va garder à l'échelle très locale du quartier, du village, une forme de proximité des autorités. Et c'est dans cette piste que nous travaillons et que nous voulons amener ces réflexions qui se font d'ailleurs dans la même direction au niveau des processus de fusion de la Gruyère, où on cherche à avoir une gouvernance régionale plus forte pour les dossiers complexes, pour les thèmes qui ont besoin d'avoir une vision plus large, et garder une proximité pour les services très locaux, les services de base de proximité avec le citoyen. Un point qui est revenu de manière très forte dans tous les groupes de travail de l'Assemblée constitutive, c'était ce point de la relation de proximité. L'envie, non seulement de la population et des élus, mais aussi des membres de l'Assemblée constitutive, de pouvoir, certes, créer cette grande fusion, mais de garder là où c'est utile, là où ça a du sens, un lien de proximité. Et puis, donc, on n'a pas eu tellement de problèmes à se mettre d'accord entre nous sur la nécessité ou l'envie de garder ce lien-là. Par contre, la difficulté qu'on a eue, ça a été évoqué tout à l'heure par le directeur des institutions, c'est que la loi, en fait, offre pas beaucoup de possibilités de l'ancrer dans une convention de fusion ou de le réaliser, ou de le matérialiser. Et c'est vrai qu'on voit d'un bon œil, quand je discute avec mon collègue préfet de la Gruyère, il a les mêmes réflexions en Gruyère, de trouver des possibilités dans la loi d'aller encore plus loin dans le maintien de cette vivacité de proximité. On se réjouit en tout cas d'entendre qu'effectivement les réflexions sont suffisamment mûres apparemment au niveau de l'État pour qu'elles puissent faire l'objet peut-être d'une modification de loi. Ah, parfait. Juste encore peut-être une précision justement pour cette nouvelle gouvernance. Vous dites les arrondissements, vous avez dit que voilà, les associations de communes pouvaient être soumises à des critiques. Donc une des pistes, ça serait quand même la fin, on va dire, des districts comme on les connaît, avec les préfectures comme on les connaît. Si on imagine le Grand Fribourg par rapport au district de la Sarine, ce serait la fin un peu des districts. On n'a pas voulu intégrer ces discussions sur les structures des districts parce qu'on a vu que c'était plus une façon de s'achouper que d'avancer. Donc dans cette réflexion, ce qui est vraiment fait, c'est l'idée d'avoir soit un modèle de gouvernance par des fusions de plusieurs communes avec des grandes communes et des délégations de compétences au niveau local, ou alors de travailler sur le modèle l'association de communes avec plusieurs communes qui ont une gouvernance au niveau régional, mais plus démocratique, plus institutionnelle. Aujourd'hui, elle s'est mise en place parce qu'il y avait un besoin. Et là, j'aimerais dire, heureusement qu'on a les associations de communes. Par contre, en termes de gouvernance, on le sait, c'est pas très démocratique, c'est pas idéal. Et on travaille sur ces deux plans, en fait. C'est la délégation de compétences dans une grande commune et, à l'inverse, des plus petites communes qui délèguent la compétence de leurs fonctions qui doivent plus être traitées au niveau régional à une association de communes, mais avec un mode de gouvernance qui aura été institutionnalisé et démocratisé, j'ai envie de dire. Et ça, je suis convaincu, et c'était mon grand regret en arrivant à la DIAF, ça fait pas 2 ans encore bientôt, de ne pas avoir pu intégrer cette réflexion dans la fusion du Grand Fribourg, parce que je suis absolument certain qu'elle aidera au débat, qu'elle rassurera aussi le citoyen dans cette peur de perte de proximité qui, comme je l'ai dit, est légitime et puis auquel on doit donner une réponse. Et là, on aura des réponses.
Und es gibt Fragen auf Deutsch. Ich bemerke, dass wir kein Wort auf Deutsch gemacht haben. Wir machen es ganz gern. Das ist immer eine Herausforderung, so schnell zu arbeiten und alle Übersetzungen zu haben. Aber ich würde mich bedanken bei allen. Diese Auswirkungen der Pandemie haben jetzt über das Zeitplan der Großfreiburg, der Fusion der Gemeinde Großfreiburg eine große Konsequenz. Es wurde erklärt, wir müssen das jetzt melden. Immer noch, wenn wir nicht alle Antworten haben. On n'a pas toutes les réponses à toutes les questions, mais c'était absolument important que le COPIL se détermine très rapidement pour qu'on puisse justement, notamment dans le processus des élections, dire aux élus, aux citoyens, aux partis, dans quelle direction on va, parce que ça aura des conséquences très rapidement. Et je remercie le COPIL d'avoir travaillé rapidement. Je remercie aussi tous les collaborateurs de la DIAF, en particulier le secrétaire général ici présent, qui ont fait un travail considérable pour évaluer toutes ces options. Je dois vous dire que les calendriers que j'ai pu voir sur quelques pages étaient assez impressionnants quand on voit toutes les étapes qu'on doit passer et d'avoir pu avoir aussi rapidement une conviction claire sur ce qui était possible ou pas en matière de délai et de report de la votation et d'intégration du vote consultatif. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça n'a pas l'air d'être le cas. J'aimerais vous remercier de votre présence. Vous dire que, comme d'habitude, dans toutes ces conférences depuis le mois de mars, on n'a pas encore eu le temps d'intégrer tous les détails, toutes les réponses, mais qu'on s'efforce de vous informer le plus rapidement possible. Vous avez soulevé des questions aujourd'hui auxquelles les réponses n'étaient pas toujours totalement claires. Et je vous remercie de les avoir soulevées. Et puis c'est notre travail maintenant que d'aller vers ces réponses. Et puis comme je l'ai dit, on veut faire avancer ce processus de fusion. On croit à la fusion du Grand Fribourg, malgré le Covid qui est venu quelque peu perturber ce processus. Merci. Bon après-midi à tous.